Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler avec des jeunes qui ont une singularité, c'est des jeunes conservateurs. Quand on pense aux jeunes, on pense à Québec solidaire, des péquistes, des souverainistes. On se dit, bon, ils ont des idéaux, mais on pense pas aux conservateurs. Les conservateurs, on se dit, bon, ben, c'est une pipe avec une grosse bedaine, 60 ans, puis lui, il se rappelle du bon vieux temps, comme c'était bien le fun, puis je suis conservateur parce que j'aimais ça, comment c'était autrefois. Nous allons parler avec Joey Aubé et Héloïse Coulombe. Salut à vous deux. Merci beaucoup de Bonjour. l'invitation. Ben, vous êtes les deux porte-parole d'un nouveau mouvement relativement neuf là, chez les conservateurs qui s'appelle Mouvement Jeunesse Génération Ambition. C'est quoi ça, puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Génération Ambition, c'est un mouvement de jeunesse conservateur transpartisan, je tiens à le préciser, puis indépendant. Autant qu'on a des affinités avec le Parti conservateur du Québec, moi-même, je milite pour le parti, c'est pas un gros secret. Mais on voulait vraiment, premièrement, donner une voix, comme tu le dis, donner une voix aux jeunes conservateurs du Québec, hommes, femmes, whatever. Parce que souvent, ce que je vois dans les médias, du moins les médias traditionnels, c'est quand on parle, disons, on va aller parler aux jeunes, on va voir ce que les jeunes veulent savoir. Bien, souvent qu'autrement, c'est majoritairement des jeunes, souvent très montréalocentriques, très de gauche, beaucoup. Puis je me dis, écoute, moi, je suis un gars de Montmagny, je viens de Chaudière-Appalaches, je peux te dire que ce qui me représentait pas tant que ça. Fait que c'est un peu comme ramener l'équilibre, du moins, pour ce qui est des intérêts des jeunes, que ce ne soit pas uniquement un monopole d'une simple, mettons, je dirais plus une branche peut-être plus militante. Puis dire, ces jeunes-là ont le droit d'exister. Mon but, c'est pas de les canceller ou quoi que ce soit, mais il y a quand même une partie plus silencieuse qui est là au Québec, qui existe. Fait que c'est pour ça qu'on voulait le représenter. Est-ce que vous n'êtes pas moins nombreux quand même, les jeunes conservateurs, si on compare avec la gang de Québec solidaire, là, non? Ben, j'ai l'impression qu'on sous-estime beaucoup le nombre de jeunes conservateurs, là. Il y en a beaucoup plus Ah ouais? qu'on pense. Oui, oui, oui. Quand je Peut-être regarde plus autour en de moi, région, parce que ici à Montréal, on les voit Ah, pas. ben c'est de partout. On a des gens de Montréal, on a des gens dans la région. Mais ce qui est surprenant, Denis, c'est qu'il y a beaucoup de ceux qui nous ont rejoints, qui nous ont dit avant, ben, peut-être pas la dernière élection, mais l'autre d'avant, j'ai voté Québec solidaire. Puis là, je vote conservateur. Parce qu'en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'autant que moi, je me formais un peu sur la politique, mais tu sais, je n'étais pas un geek de politique, tu sais, je ne me formais pas tous les jours. Et je suis arrivé au cégep, à l'université, puis on me dit que mes valeurs, c'était de gauche, puis on me dit que la gauche, c'était Québec solidaire. Fait que j'étais comme, OK, je suis Québec solidaire. Mais plusieurs, c'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est juste qu'ils n'ont pas nécessairement fait la grande réflexion de dire, c'est quoi mes idéaux, c'est quoi mes valeurs que je tiens le plus, mes valeurs politiques, et souvent, après certaines réflexions, puis plusieurs s'en ont rendu compte aussi durant les dernières années avec la pandémie, qui se sont dit, ouais, peut-être pas mal moins de gauche que je pense finalement. Fait que moi-même, ça m'a surpris personnellement. Puis la raison aussi pourquoi on a voulu cofonder ce mouvement-là, c'est qu'à l'origine, c'est pas un secret, je voulais fonder la jeunesse du PCQ. Mais il y en a plusieurs, dont Héloïse et plusieurs autres, que j'ai demandé, avez-vous le goût d'embarquer? Ils disent, ouais, c'est pas qu'on n'aimerait pas l'idée d'un mouvement, mais on a vu ce que les autres jeunesses font dans les autres partis. Tu sais, c'est souvent plus une banque de bénévoles gratis. Ben, c'est souvent, les jeunes arrivent avec des idées, puis le caucus s'en sac. C'est carrément Ils ça. disent, ah merci, ils avaient un beau dossier, puis ils mettent ça là, puis ils font rien. Exactement ça. Fait que, on fait semblant de vous écouter une fois 2 ans, puis après ça, c'est ça. Venez poser Ah ouais? vos pancartes, that's out. Fait que la majorité de ceux qui voulaient embarquer, ils disent, on veut pas ce côté infantilisant, là. On voulait vraiment être différent. Autant que oui, comme je l'ai dit, on s'est fait d'amitié sur plusieurs enjeux qui nous rallient avec le PCQ, peut-être avec d'autres partis dans l'avenir. Qui sait, on est quand même ouvert à ça. Et on est ouvert justement à des gens, la majorité des gens de droite plus économique, mais ça pas seulement, de tous les partis politiques au Québec, que ce soit le PCQ, le Parti libéral, peut-être même au PQ. Mais Même. est-ce que ça veut dire que l'avenir, ben moi j'ai toujours trouvé que Québec solidaire avec ses deux co-porte-parole, ça faisait un petit peu bancal. Parce que Ouais. ça prend un chef dans la gang. Je comprends qu'une femme, un homme, ça pourrait être une femme des fois puis un homme des fois, mais eux autres, c'est les deux en même temps. Puis là, vous êtes deux co-porte-parole. C'est-tu l'effet Gabriel Nadeau-Dubois qui se rapporte chez vous aussi, chez les conservateurs? ben, dans le fond, c'est ça, ce qu'on voulait avec ça, c'est aussi rallier le plus de monde possible. On Mais voulait tu crois-tu montrer. à ça, les deux porte-paroles? D'un parti politique? Ouais. Je pense que c'est différent. Je pense que c'est vraiment différent. Nous autres, on est une association, on n'est pas un parti politique. C'est ça, là, puis on n'est pas les chefs. Non, Fait que c'est oui, ça, exactement. On a cofondé le mouvement. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ça, juste deux chefs, deux porte-paroles plutôt qu'un Non, chef? c'est ça. Ben, premièrement, c'est sûr que notre mouvement, il est vraiment, je ne veux pas prendre une expression du premier ministre, là, on construit l'avion en vol, on construit le squelette tranquillement, pas vite. On est je vous dirais une bonne quarantaine de jeunes présentement. Et on continue à faire des posts sur les réseaux sociaux. On est sur toutes les plateformes, TikTok, Instagram, Discord, name it. On voit aussi que les jeunes sont finalement. Et justement, on a comme un premier exécutif qui s'est créé. Nous, on est vraiment comme les deux
visages du mouvement qui vont dans les médias pour parler du mouvement, mais on n'est pas les chefs de facto, tu sais. Je pense qu'en bout de ligne, on est juste là pour justement démarrer tout ça après. Puis s'ils veulent qu'on soit chef par après ou qu'il va y avoir une tête dirigeante, ça va se décider de manière démocratique. Mais pour l'instant, c'est ça. On est plus ça pour la promotion du mouvement que nécessairement dire aux gens quoi faire, finalement. Bon, ça veut dire quoi, ta droite, quand on a 20, 22, 23 ans? Là, je veux dire, t'as pas beaucoup d'actifs, t'as pas beaucoup. Tu sais, quelqu'un qui a réussi dans la vie, il dit bon, ben moi, je veux garder, je veux pas payer d'impôts parce que je veux un gros salaire. Ou, vous autres, vous avez encore à peu près rien, là. Alors, qu'est-ce que ça donne de ta droite? C'est pas seulement une question de je veux juste plus de cash. Ben oui, un peu ça aussi. Ben, Ça. tu payes moins d'impôts, va t'en rester Ben, plus. c'est ça. Surtout dans la province la plus taxée et imposée en Amérique du Nord, c'est sûr que ça aide. Autant certains diraient que le Québec n'est pas seulement un terreau fertile conservateur. Je ne serais pas d'accord parce qu'il y a une époque où c'est que ça l'était. Autant vous allez me dire, c'est pas du tout le même conservatisme qu'aujourd'hui. On est à l'époque de vote pour moi où j'asphalte pas ton rang. On n'est plus là du tout. Ben ouais, j'espère que tu te réclames pas de Maurice Duplessis. Non, quand non, même, c'est là. ça. Mais je pense qu'au contraire, c'est multifactoriel. Oui, il y a l'aspect vraiment fiscal, tu sais, de décentralisation, puis aussi de remettre en question, plus que la majorité des partis n'osent pas faire, c'est vraiment le modèle québécois, tu sais, qui n'est pas un modèle, qui est déficient et qu'on voit qui est en perte de vitesse incroyable, autant au niveau de la santé, autant au niveau de la bureaucratie qui continue. Moi, j'appelle ça, dans mon jargon personnel, Denis, la méthode Ginette Renault. Tu sais, Comment c'est ça? un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. Tu sais, Ben, c'est correct, tu vas réussir, tu vas un peu plus haut, un peu plus loin. non, mais c'est toujours, que ce soit les gouvernements précédents. Présentement, on a la CAQ, on a eu les libéraux, on a eu les péquistes. À toutes les fois qu'il y a un problème au sein du gouvernement ou dans différents ministères, c'est pas de penser, hey, peut-être c'est notre faute, peut-être on a mal géré ça, peut-être on a trop de monde, on n'a pas dispatché les gens aux bonnes places. Non, c'est tout le temps, on envoie plus d'argent, on crée une nouvelle agence, on met plus de fonctionnaires. C'est toujours un peu plus. Puis après ça, j'entends dans les médias traditionnels, mais là, vous allez. Puis quand il y a un des rares politiciens qui dit, là, il faut couper. Mais vous allez couper où? Êtes-vous malade, là? Je ne veux pas être méchant, mais au Québec, en termes de bureaucratie, puis je veux le dire, un peu de réglementation inutile, c'est comme un gâteau de mariage, il y a ça de gâteau, puis il y a ça de crémage. À un moment donné, ils disent, ah, mais il faut rajouter du crémage. Vraiment, là? Moi, personnellement, ça me fait un peu peur. Surtout en plus qu'on dépense l'argent des contribuables de manière sans précédent, puis on ne voit pas les résultats en bout de ligne. Puis c'est pas parce que les gens qui travaillent au gouvernement ne sont pas compétents. Moi, je blâme pas les fonctionnaires, je blâme pas les infirmières, je blâme pas les enseignants, je blâme le système, le modèle, de la manière qui est organisé et qui est très monolithique et souvent qui ne bouge pas bien, majoritairement. Ce qui arrive, c'est que quand un jeune comme toi rentre dans le système, comme vous autres, là, je parlais avec un jeune il n'y a pas longtemps, là, 24 ans. Ça fait 2 ans qu'il fait sa job, il travaille avec le gouvernement. Puis je dis, hey, comment tu trouves ça? Moi, je pense qu'il va me parler de l'acte de ce qu'il fait là, comme professionnel. Ben, il dit, j'ai un bon fonds de pension, là, Oui. puis je vais avoir tant de semaines de vacances. Puis, ce que je veux dire, même les jeunes comme vous autres, là, ils sont c'est- contents d'avoir le modèle québécois, d'avoir des congés, puis d'avoir attirant. Parce que je les blâme pas d'aller dans ces jobs-là, c'est super attirant, mais le problème. sécurité d'emploi, tout ça. Mais le problème, c'est que c'est une bombe à retardement. Parce qu'avec le vieillissement de la population, de plus en plus, justement, de gens qui étaient dans la fonction publique vont à la retraite, puis ils vont continuer à prendre des services. On sait que les coûts au niveau de la santé, que le budget a doublé en 10 ans, puis que ça va continuer, sachant que la génération des baby boomers va continuer de vieillir. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour justement fournir l'argent pour le fonds de pension du gars de 24 ans, ça prend 4 personnes qui travaillent dans le privé pour fournir, en taxes et impôts, pour fournir son fonds de pension. Le calcul se fait là. Fait on s'en va littéralement dans le mur. Et la raison pourquoi justement je suis plus un gars de droite au niveau fiscal, au niveau conservateur, c'est que je vois clairement que je vois tous les partis présentement à l'Assemblée nationale nous dire que non, là, il nous manque d'argent, puis il faut aller rechercher l'argent du fédéral, puis ah non, nous autres, on va le faire mieux parce que nous autres, l'argent, on va la dépenser de la meilleure façon. Puis ça fait 40 ans qu'on essaye ça. Ça ne fonctionne pas. Peu importe la couleur du gouvernement, mais jamais on remet en question le modèle. Jamais on remet. C'est comme un sacro-saint parce que, tu sais, n'importe quel politicien, là, souvent c'est des gens de droite, mais on dit, OK, on veut couper dans fonction publique ou s'attaquer là-dessus. Là, je dis, hey, c'est anti-québécois, ça. Vous êtes contre les emplois de qualité, vous? Oui, mais attends, les libéraux ont coupé solide là, avec. Ils ont appelé ça la rigueur. Mais c'était Ouais. austérité, tu sais. Ils ne voulaient pas qu'on dise austérité. Mais ils ont coupé au point où, quand on est arrivé pendant la pandémie, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'infirmières, qu'on n'avait pas de lits dans les hôpitaux, puis on était mal arrangés. Ce que je veux dire, c'est que couper, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pas un Ben, gros le but, projet c'est de de mieux faire, société, parce qu'il là. faut voir ça, c'est pas une question de juste couper dans le gras puis voir les résultats. Puis premièrement, la question de l'austérité libérale, puis écoutez, je suis pas un libéral, puis je suis pas le plus grand fan des gouvernements libéraux précédents, mais les faits sont quand même les faits. Peu importe ce que les journalistes vont vous dire, il n'y a pas eu d'austérité sous l'époque Couillard. N'importe quel économiste qui mérite sa profession va vous dire il y a eu une réduction de la croissance des dépenses.
mais ça continue d'augmenter pareil. Toi, tu voudrais que ce soit plus que ça, là. Des Ben- mises à pied, mais les mises à pied, c'est toutes des jeunes, vous allez tous perdre vos jobs. Oui, là, oui. s'ils Ben, font, c'est s'ils font juste, c'est juste pour voir ça parce qu'on assume, puis tu assumes, puis tu as le droit de la penser, Denis, c'est que tout le monde là-dedans travaille à 100% de leur taux de productivité. Puis je dis pas parce que sont fainéants, c'est dans le cadre qui ont été mis dans plusieurs ministères, c'est que, OK, on a 5 personnes ici pour faire tel travail, mais la manière que la gestion des tâches est faite, ils roulent à peu près à 65-60%. C'est ça, c'est pas la même guerre que dans le privé. C'est ça. Fait que là, on dit, OK, là, on a 5 personnes à 60%, puis là, ça nous manque du monde. Fait qu'il faut engager un 6e personne à 60%, mais moi, je dirais, ben, pourquoi pas prendre les 5 puis les faire rouler à 100%? Mais là, tu réponds pas. Essaye de me répondre à cette question-là, toi. C'est les jeunes qui vont payer si on fait des mises à pied, là. Mais pas nécessairement. Ce serait de... Là, tu sais, la liste d'ancienneté, prennent ça par en bas, ils prennent pas ça par en haut. Là. La personne qui a 25 ans d'ancienneté, elle se fera pas sacrer dehors. Non, mais ce serait pas nécessairement, quand on parle de couper aussi dans le gouvernement, là, c'est pas nécessairement de mettre tout le monde dehors, là, ce serait de pas non plus remplacer certains postes que quand les personnes prennent leur retraite, c'est ça exactement. Donc c'est pas nécessairement de juste mettre tout le monde dehors, puis couper leur poste, puis qu'ils se ramassent sans emploi. Là, c'est pas, on veut pas mettre les gens dans le trouble, on veut juste que ces postes-là, qui sont pas nécessairement qu'il n'y a pas des bonnes ressources bien gérées dans ces postes-là tout le temps, mais on veut pas non plus les remplacer, puis continuer dans un modèle qui marche pas tout le temps. Là. C'est plus Moi, je suis d'accord avec l'enfant. vous autres. Ça fait 30 ans qu'on nous dit je me rappelle la réingénierie de l'État. Ben oui, Jean Charest. Ça marche pas parce Ben, il que... l'a pas fait. Non, mais il y a plus que ça, c'est que les syndicats résistent. Ah Tu sais, oui. quand tu arrives avec une grève comme il y a eu, là, la population était en faveur de la grève des enseignants puis des infirmières parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus de service. Si tu coupes, il n'y aura pas de service, les gens vont être en maudit, les syndicats vont avoir l'appui du monde, puis le gouvernement ne le fera pas. Mais C'est toujours la logique. Il y avait là. quand même une nuance, parce que pour ce qui est du Fonds commun, puis regarde, je travaille dans le milieu du podcast, fait que moi, tout au niveau de l'actualité, j'en mange à tous les jours. Je sentais au sein de la population qu'il était, oui, en faveur des syndiqués, mais contre les syndicats. Parce que la raison, puis regarde, il ne faut pas se le C'est un cacher. bon point que tu dis là. Parce que c'est ça, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Les centrales syndicales, que ce soit aussi les autres professionnels comme le Collège des médecins ou peu importe, c'est les gardiens du temple. Les autres, bien évidemment, ils tiennent, excusez-moi l'expression, mais ils tiennent le gouvernement par les parties intimes. On va dire ça comme ça. Les parties intimes. C'est ça. Ah. Puis justement, le peu d'avancement qui se fait, c'est eux autres qui décident en bout de ligne, puis on le voit clairement. Et je me dis, OK, puis ils veulent pas garder, je les comprends, ils veulent pas perdre leur pouvoir. La quantité de cotisation qu'il y a là, c'est fou, ils veulent pas garder l'hégémonie qu'ils ont. Mais de l'autre côté, c'est que justement, pendant ce temps-là, le Québec avance pas. Et j'ai l'impression que c'est la même rengaine depuis tellement longtemps. Je ne veux pas faire de POC nécessairement, mais le documentaire de Joanne Marcotte, L'illusion tranquille de 2006, vous le réécoutez aujourd'hui, il est disponible sur YouTube. C'est changer les noms des interlocuteurs par rapport quand ils parlent des syndicats, c'est littéralement la même Mais c'est pour ça que je te disais, dans le modèle québécois, il y a le modèle du rapport syndicat, C'est ça. gouvernement, le gouvernement qui a peur des syndicats. C'est ça je ne sais pas comment tu ferais pour casser ça. C'est Ben, c'est pas comme nécessairement- dans notre ADN. Puis je tiens à le préciser, je ne suis pas anti-syndical. Écoutez, j'ai travaillé durant la T'es pandémie. pas pro, certain. en tout Non, cas. non, non, mais non, je tiens à le préciser, il y a même une distinction à faire. C'est vraiment les hautes instances, vraiment, c'est les grandes corporations syndicales, vraiment au niveau de l'exécutif, que là, je pense que c'est vraiment là que c'est déconnecté de la réalité. Puis je pense que, en tout cas, c'est pas des gens très C'est respectables. qu'un peu comme les fonctionnaires, il faut que tu justifies ta job. Alors, quand Absolument. un syndicat existe, puis il y a la permanence de la centrale C'est syndicale, eux autres, il faut qu'ils justifient leur job. Un peu comme tu as un projet, je sais pas, dans une ville, puis tu te fais dessiner des plans, puis tu dis, moi, je me fais construire une maison. Là, il y a du monde qui encule des mouches là, pour savoir, hey, tu vas-tu mettre un arbre là, tu vas-tu faire ça, puis Ah ouais, ça c'est retarde fou, tout là. ça. Mais pourquoi? C'est parce que ces gens-là, ils veulent garder leur job. Ben oui. Donc, c'est pour ça qu'ils s'inventent toutes sortes de critères pour que ce soit plus compliqué pour qu'ils soient capables de justifier leur job. Mais les syndicats ont leur place. Et justement, regarde, j'ai travaillé dans une usine d'acier à Montmagny. Je viens de ce coin-là durant la pandémie. Puis le gars le plus conservateur de l'usine, c'était le représentant syndical. Fait que c'est vraiment au niveau du On plancher n'est des plus vaches. comme en C'est 1960. ça. Au niveau du plancher des vaches, la majorité des gens qui sont syndiqués, c'est pas des mauvaises personnes, puis sont souvent de notre côté au niveau idéologique. Mais rendus dans les hautes instances, c'est totalement un autre monde. C'est le meilleur exemple. On l'a vu durant justement le Front commun, Magali Picard qui s'en va à Dubaï. Moi, sérieusement, excusez-moi l'expression québécoise, mais ça me flabbergasse. On envoie des dizaines et des dizaines de représentants d'un syndicat de travailleurs québécois d'une province canadienne à Dubaï dans une conférence sur l'environnement. Et ce qui était fou, c'est qu'elle, elle allume juste rendu là, elle dit « Ah, c'était pas Hein? une bonne idée? OK, on va y Ben, tu sais, retourner. moi, s'il y a un vote démocratique secret fait par les membres, puis c'est approuvé cette demande-là, je n'ai aucun problème. Mais dilapider l'argent des syndiqués, des syndicats comme ça, alors que, faut pas se le cacher, à part la CSD, puis je pense un petit peu la CSN, mais pas tout le temps, disons que les états financiers des syndicats, ils n'aiment pas trop les présenter en public. Fait que des fois, au niveau de la transparence, on
passera. Mais moi, c'est ça, c'est que je me dis, ils sont rendus tellement à vouloir, comme tu dis, justifier leur travail que genre, on va aller à l'environnement, on va faire des conférences, on va aller ici. Ouais, vous êtes des syndicats, je veux dire, vous représentez des travailleurs, quand est-ce? Oui, là, ils ont fait le travail durant le Front commun, mais pour être bien franc, on n'a pas réendetté est-ce qu'ils méritaient l'augmentation de salaire, les gens syndiqués? Absolument, c'était clair. Mais ce que tu soulèves, c'est plus que les syndicats, c'est la gauche par rapport à la droite. Quand j'étais jeune, la gauche, elle voulait des augmentations de salaire. Elle voulait une amélioration des conditions de travail. Absolument. Aujourd'hui, elle parle d'identité de genre, puis elle parle d'orientation philosophique. Elle parle plus de on veut de l'argent, puis on veut c'est ça, des je peux meilleures en parler conditions. longtemps. Moi, je suis ouvertement gay. Oui, gay, conservateur, ça existe, oui. Mais Ben oui, on l'a vu avec Eric. c'est ça, Eric un peu aussi. Il n'est pas tout seul, au moins on est deux. Mais, mais non, mais c'est ça. C'est vraiment qu'on cherche dans des cases que. C'est un peu les municipalités, c'est la même chose aussi. On augmente le nombre de champs de compétences alors que finalement, peut-être qu'il faudra retourner à la base, c'est le déneigement, la voirie, les égouts, quelque chose comme ça. Mais justement, pour venir à la question des syndicats, je pense que vraiment, le gros problème, à mon avis, c'est vraiment le fameux système d'ancienneté. Puis encore là, ça a sa place. Le système d'ancienneté, c'est parfait pour les fameuses entreprises de style chaîne de montage, toutes les industries. Parce que justement, un travailleur qui rentre comme moi, qui était sur une chaîne de montage, ça prend à peu près 1 mois pour apprendre la job. Et quand, mettons, il y a une commande qui est finie, avoir à être syndiqué, ça empêche au boss de te sacrer dehors parce que justement, tu n'es pas diplômé. Par contre, tu ne peux pas mettre le système d'ancienneté dans des endroits où il faut prôner la compétence, comme en santé, comme en éducation. Je ne peux pas te dire, j'ai 29 ans, puis je me rappelle encore de mes années de secondaire. Des fois, on a eu des profs remplaçants qui étaient juste là parce que le prof qui était là depuis 20 ans était là. Il y en a qui n'ont aucun diplôme. C'est ça. Puis actuellement, là, ils vont surveiller, puis ils n'ont rien. Surtout de cet incite, c'est rendu qu'on demande quasiment aux parents d'aller faire de la surveillance à la place des profs. Fait que c'est pour ça. Fait que je pense qu'il y aurait moyen de changer OK. Donc, ton point, là, c'est dire on veut changer des choses, mais pas scraper de A à Z. Non, parce que l'ancienneté, là, tu dis à un gars qui fait 30 ans, qui travaille à la même place, là, nous autres, on n'est pas trop intéressés à respecter l'ancienneté. Tu sais, le gars, il a 50 ans, puis s'il se retrouve en chômage, il va avoir moins de misère à se trouver une job, plus que toi à ton âge, on s'entend. OK, mais là, je veux parler un peu parce que les jeunes, généralement, égale environnement, écologie. Parce que c'est la préoccupation. Vous autres, on va être morts, puis vous autres, vous allez être poignés avec tous ces problèmes-là. Et vous ne m'avez pas l'air particulièrement écologiste là, par la façon dont vous élaborez le programme. Avez-vous peur de ce qui se passe actuellement? Pensez-vous qu'il faut faire quelque chose? Ou... Ben moi, je pense que personnellement, on ne peut pas nier qu'il y a des changements. Je pense qu'il y en a toujours eu, puis il y en a encore, puis il y en a peut-être encore plus. Mais on ne peut pas non plus dire qu'on va s'arrêter de vivre, on va arrêter de respirer au nom de la planète, au nom du bien commun, parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire quelque chose. En tout cas, pas selon moi. J'ai vraiment l'impression que si on veut vraiment arriver à connaître le problème et à connaître les solutions au problème, il va falloir innover un petit peu parce qu'on n'a pas nécessairement les ressources et les moyens en ce moment là, de contrer l'environnement. Tu sais, les batteries, les changements climatiques, pardon. Mais ouais, comme les batteries électriques, là, on ne sait même pas comment les recycler comme du monde. Là, puis on décide que ça va être ça la solution. Il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Mettons juste acheter plus local, là, arrêter de commander en ligne tout le temps. C'est juste des petites solutions que, dans le fond, ça va permettre, ça va pas changer drastiquement ta vie. Puis en attendant aussi, on peut continuer d'innover. Là, on peut exploiter nos propres ressources au lieu de les faire venir. Il y a tellement d'autres moyens. Ça sonne Québec solidaire, ton affaire, là. Non, mais il y a d'autres moyens que d'arrêter de respirer. Justement, tu sais, si on exploite nos propres ressources, ça sonne pas très Québec solidaire, je pense. Mais non, si on exploite nos propres ressources, là, on va pouvoir les exploiter nous-mêmes. On les a sur notre territoire. On n'a pas besoin de les importer. Puis en plus, on va pouvoir avoir du profit par rapport à ça. On va pouvoir investir dans la recherche en environnement. On n'a pas besoin de s'arrêter de vivre là, pour faire mais des sans s'arrêter de vivre, là, et, la taxe carbone, on l'a au Québec, ils l'ont pas ailleurs au Canada. Le Poilievre, il fait comme si on ne l'avait pas, là, mais ça prend-tu des taxes comme ça pour nous décourager de prendre l'auto? Ou êtes-vous d'accord avec ça ou pas? C'est d'un côté, parce que la question de l'environnement, j'ai l'impression depuis plusieurs années, premièrement, encore là, on nie pas qu'il y a des changements climatiques. Je pense qu'il y a vraiment une crise réelle qu'il faut s'attaquer. Par contre, je pense que c'est vraiment, il y a eu beaucoup de discours reliés à ça. Souvent, puis souvent dans les politiques publiques reliées à ça, c'est beaucoup de signalements de vertu que nécessairement des impacts réels sur justement la cause, que ce soit l'émission de CO2 ou justement d'être plus vert ou être dans l'électricité au lieu des énergies fossiles. C'est vraiment, j'ai l'impression, beaucoup une sorte je dirais pas un genre de out of jail free card pour un peu faire tout passer nos politiques un peu plus collectivistes puis empêcher justement de faire la guerre à l'auto ou quoi que ce soit. Alors, au lieu de présenter, parce que souvent j'ai l'impression que la majorité des politiques environnementales, c'est tellement beaucoup plus
rapidement dans la coercition que nécessairement de juste présenter les bienfaits. On parle de projet de transport en commun. Tu sais, je suis un gars de la région de Québec, fait que l'histoire du tramway, j'en connais, je connais assez bien. Puis la raison, beaucoup les gens de Montréal, souvent, ils disent, vous êtes contre le transport en commun. Non, c'est pas qu'on est contre le transport en commun. Ce projet-là, actuel, dans la forme qui était, il n'y avait aucun bienfait, ça allait coûter un prix de fou, puis la quantité de faits bénéfiques sur l'environnement allait être quasi nulle. On parle de quasiment la quantité d'arbres qui allait être coupée, plus de 6 000 arbres centenaires. On parlait justement d'une dalle de béton qui allait couper quasiment la Haute-Ville de Québec en deux, donc faire la guerre à l'auto. On parle aussi au niveau, parce que transport en commun, c'est deux affaires. Si tu veux que les gens le prennent, comme moi qui ai mon véhicule ou peu importe, il faut que ça ait deux choses. Soit ça va plus vite que le char, ou que c'est moins cher que le char. Ben, le tramway, il allait coûter plus cher, puis il allait rouler à 20 km/h en hiver comme été. De là la logique de taxer l'essence, puis de taxer le permis de conduire, puis de taxer la vente du char. Oui, mais le problème avec ça, c'est que les personnes qui vont en avoir besoin de conduire leur voiture, ils vont l'utiliser quand même. Ça va juste leur coûter plus cher, ça va juste les mettre dans le trouble. Non, mais c'est parce que il vient de me dire, là, il faut que ça coûte moins cher. Si ça te coûte bien cher de prendre ton auto, tu vas pas la prendre. Mais si on regarde dans les régions, il n'y a pas de transport en commun. Moi, j'ai des régions qui ont pas ça, c'est sûr. Moi, je viens Exactement. du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on va dire, l'autobus, là, on prend... Il y en a pas beaucoup, là. Il y en a pas beaucoup. Denis, c'est pas nécessairement... Tu sais, mettons que on aurait le verre d'eau rempli ici, puis ça serait de l'eau vaseuse, puis tu dis, OK, bois ça. Là. Je dis, non, je bois ça, je vais prendre l'eau qui est plein. Là, tu arrives, tu remplis de la terre dedans. Bon, vas-tu le boire, là, à cette heure? Ben, c'est un peu ça. C'est dans le sens que, tu sais, OK, on va taxer les automobilistes pour les forcer à prendre le réseau de transport en commun qui est ni efficace ni vite, mais là, on vous l'oblige là-dedans. Puis quand on parle justement que plusieurs, dont Éric Duhem, je le prends comme exemple parce qu'il en parle souvent, de la fameuse guerre de plus en plus contre les libertés individuelles puis le choix des gens, je pense que ça fait partie de ça aussi. Tu sais, le fait que justement, on peut-tu juste, oui, on est prêt à faire des enjeux puis des trucs sur l'environnement, mais à toutes les fois, on dirait que ça nous est poussé dans la gorge, puis c'est comme, non, on sait mieux ce qui est bon pour vous. Prenez justement, faites ce qu'on vous dit, puis fermez vos trappes, sinon vous êtes des anti-climat, complotistes et tout le tralala. Je pense qu'au contraire, la meilleure façon, justement, c'est d'informer les gens et aussi les écouter. Puis c'est pas en appauvrissant la population, avec justement les 36 millions de taxes qui, en passant, j'ai hâte de voir les résultats, parce qu'à date, j'ai pas vu un feu de forêt être empêché à cause d'une taxe sur l'essence, dans mon guillemet. Puis à date, je vois la manière comment je vois les fonds publics dilapidés, autant au provincial qu'au fédéral. Sais-tu, le problème, à mon sens, moi, en environnement, c'est que le gros du problème, c'est la production même de ce qui pollue. Par exemple, les automobiles, c'est produit aux États-Unis, au Canada anglais, mais c'est en vertu des prérogatives américaines. Sous Obama, qui était quelqu'un quand même d'assez de gauche, on avait imposé un degré d'émission moindre. Quand Trump est arrivé, il a tout pris ça, il a sacré à la poubelle, puis il a dit, on laisse tomber. Même les gens de Ford General Motors, ils disaient, Monsieur Trump, laissez pas tomber, là, ça nous a coûté un prix de fou de faire diminuer l'émission, mais non, on laisse tomber. C'est que quand tu pars avec une idéologie, plutôt que du côté pratique des affaires, tu arrives avec des décisions comme ça. Là. On a reculé pendant 5 ans à cause de la décision de Trump et on serait plus avancé. Ce que je veux dire, c'est que nous autres, au Québec, on a bien beau changer un petit peu nos façons de faire. Tant qu'ils vont produire des chars qui émettent beaucoup plus de CO2 qu'ailleurs. On parle souvent d'environnement, que c'est une question globale sur la planète, mais j'ai l'impression que dans le discours environnemental, c'est qu'ils ont l'impression que toutes les sociétés à travers la planète sont au même niveau. Je ne veux pas être méchant, mais en 2024, il y a encore des gens sur cette planète que leur nouvelle technologie du jour, c'est les chars à essence. Puis ça va l'être encore pour un bout. Même chose, on parle souvent du pétrole. Bien, le pétrole, l'essence, oui, mais le pétrole, de tout ce qu'on porte, que ce soit les stylos, ça ici, on parle de plastique aussi. Puis c'était une révolution le plastique quand ça a starté. C'est léger, c'est antibactérien, c'est super pratique. Oui, je comprends. Faut faire une transition. Faut pas nécessairement être ça. C'est le pétrole jusqu'à la fin des jours, puis on va quasiment en sniffer parce que c'est ça, on est tellement ça. On n'est pas le fameux terme que le Devoir a inventé quelques semaines, les pétromasculinistes. Là. On n'est pas là-dedans. On est prêt à faire la transition. J'ai l'impression que c'est tellement de passer du coq à l'âne avec les chars électriques. Là, on a mis tous nos œufs dans le panier du char électrique. Là, on se rend compte que, ouais, finalement, au niveau de l'exploitation humaine au Congo, puis des mines de cobalt, puis finalement, il y a des esclaves là-dedans, puis ouais, finalement, le char électrique, c'est peut-être bien pratique, mais en climat nordique comme au Québec, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Puis en plus, c'est plus lourd un char électrique qu'un char à essence, donc les routes se défacent plus vite à cause du poids des voitures, mais on taxe les chars à essence à cause qu'ils scrapent les routes. OK, moi je dirais plus, OK, c'est quoi la meilleure manière pour faire la transition le mieux possible sans que ça enfantinnise la vie des gens? OK, bien là, je t'arrête là. Oui. Tu es d'accord pour une transition? Oui. OK, on s'entend là-dessus. Absolument.
Parce que Le statu c'est quo est pas pas juste important. hey, ça va coûter plus cher pour prendre mon auto, donc faut pas faire ci, il faut faire quelque chose. Absolument. Moi, mon point, c'est qu'il faut faire ça aussi globalement. Si les constructeurs d'avions, là, ils ont un congrès prochainement là, sur la façon de réduire les émissions, s'ils construisaient, et puis ils l'ont fait, Bombardier avait construit l'avion le moins énergivore, le plus respectueux de l'environnement, puis ils l'ont donné à Airbus. Mais quand même, cette technologie-là existe. Alors, plutôt que de te faire sentir coupable de prendre l'avion, mais là, c'est pas le Québec qui peut décider ça. Ben On non, peut c'est pas ça. dire qui atterrissent à Dorval, ben émettez moins. C'est le gouvernement américain qu'il faut qu'il décide ça. Absolument. Puis il faut que ça ait de réels impacts. Là, présentement, justement, on l'a vu dans les dernières semaines, le gouvernement du Québec a transformé sa flotte d'autobus scolaires pour des autobus électriques. Puis finalement, on s'est rendu compte que, ouais, en termes de réduction des GES, c'était plus du signalement de vertu, parce qu'en termes de CO2 sauvé, c'est plus des grenouilles, là, tu sais. Puis content, OK, c'est électrique, tant mieux, on ne virera pas à l'essence. Mais il faut que ça ait des vrais Mais impacts. qu'est-ce qu'on fait de bon? C'est ça. Là, on s'entend là, Oui, pour oui, dire absolument. que c'est plus gros que juste le Québec, là, ces histoires-là. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, le Québec, là? Bon. Par exemple, les éoliennes, là. Tu sais, il y a des gens qui sont contre les éoliennes, pas dans ma cour. Tu sais, c'est beau, les éoliennes sur une montagne, mais pas dans ma cour, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que vous êtes en train de me dire, on est des jeunes, on est conservateurs, on ne veut pas hyper taxer le monde, il faut qu'on ait le droit de respirer, mais vous reconnaissez que ça prend une transition pour aboutir à quelque chose de mieux que ça. Oui, absolument. Parce que vous autres, qui êtes là sur la planète, nous autres, on va être enterrés à ce moment-là. Alors, comment tu vois ça, là, à ce niveau-là? Dans le fond, comme je parlais parce qu'on oublie souvent, en fait, que le Québec, il n'y a pas des frontières imaginaires, c'est que la pollution du Québec, si on est parfaitement vert, qu'on ne va pas avoir la pollution qui va venir d'ailleurs. Donc, comme je disais tantôt, juste exploiter nos propres ressources, là, au lieu de les faire venir, je pense que ça pourrait tellement être une bonne solution. On a vu en Allemagne, ils chauffaient au charbon. Le gaz naturel. Le gaz naturel, c'est ça. Puis on a les gaz naturels, les mines, on a plein d'affaires qu'on peut faire en respectant les populations locales, qu'on peut faire aussi en respectant les normes environnementales. Donc, je pense qu'il y aurait plein de solutions au lieu d'importer. Mais il y a des solutions comme, par exemple, à toi, il faut que je fasse venir quelque chose sur Amazon. Je me dis, gars, moi, je pourrais avoir été au magasin, puis avoir fait 7-8 magasins, avoir rempli 4-5 sacs, m'en venir chez nous, puis ils viennent aller-retour. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toutes des solutions molles. Tandis que quand Québec solidaire arrive et dit on taxe, la CAQ qui donne aux municipalités le pouvoir de taxer, dire bon, ben il y en a que ça coûtera 400-500$ leur immatriculation, maintenant on a le pouvoir de le faire, comme ça on aura l'excuse de sauver la planète, puis on aura 400$ de plus fois le nombre de véhicules qui vont être immatriculés. Est-ce que ça va vraiment dans nos faire des poches. changements? Personnellement, laissez-moi en douter, là, parce que j'ai l'impression que c'est encore une nouvelle manière aux municipalités de ramasser encore plus de fonds. C'est sûr. Justement. Parce que j'ai l'impression que, puis je vais retourner à ta question sur l'environnement, Denis, mais j'ai l'impression pour ce qui est des municipalités, je compare ça un peu, on dirait que dans les dernières années, surtout avec la nouvelle cohorte de maires, malgré qu'il y en a de moins en moins la quantité qui démissionne depuis la dernière élection municipale, j'ai l'impression que là, être élus municipaux pour une nouvelle génération, si on peut dire, d'élus, c'est plus assez fancy. Tu sais, moi, je comparais ça un peu, tu sais, les cartes au Costco, là. Tu sais, tu as or, platinium et diamant, maintenant. Mais là, mettons, le municipal, c'est le or, là. Puis le platinium, c'est le provincial, puis le diamant, c'est le fédéral. Là, j'ai l'impression que le or, c'est pas assez. Puis là, justement, les municipalités sont comme, OK, là, on va aller au niveau de l'environnement, puis on va essayer de rentrer sur le palier du platine un petit peu, là, tu sais. Puis une autre aussi, là, si on est important, puis tout ça. Puis je dis pas de rien faire pour l'environnement. Par contre, j'ai l'impression que là, la pyramide de Maslow est comme à l'envers. On a beaucoup d'enjeux au niveau, justement, on l'a vu avec le déneigement, on le voit avec la gestion de nos infrastructures, puis juste la bonne gestion des valeurs fondamentales que les villes géraient, juste s'occuper des égouts, puis des vidanges. Puis sinon, là, c'est pas assez fancy. Là, on est dans l'environnement, on est dans les conférences internationales, on est dans le logement, on est dans les couches lavables, on est dans les produits d'hygiène féminine. OK, les gens ont-ils voté pour ça? Moi, j'ai pas de problème si les gens s'ils se présentent en élection puis ils votent ça, les gens ils se font élire pour ça. Pas de problème. Vox Populi, Vox Dei. Mais pendant qu'on dilapide de l'argent là-dessus pour, encore là, j'ai beaucoup de signalements de vertu puis faire des belles annonces dans les médias, bien, nos infrastructures décrépissent, les services aux citoyens réels, il y en a de moins en moins, puis on dit « Ah non, on n'est plus là, on est dans l'environnement ». OK, mais je me dis oui, le provincial s'en occupe, puis pour le fédéral s'en occupe. Pour répondre à ta question sur l'environnement, je pense que, un peu comme je l'ai dit tantôt, puis comme tu l'as dit absolument, c'est mondial à ce niveau-là, puis il faut que on ne réglera pas 36 millions de trucs. Le Québec peut faire, oui, sa part avec les énergies renouvelables, aussi avec les énergies
fossiles comme le gaz naturel et le pétrole, même pas pour une question de le vendre. OK, barrage. Tu es un ancien caquiste. Tu Ouais. été caquiste, vrai ou faux? Oui, pendant 2 ans et demi, oui. Oh, bon. Et tu étais même président de la commission de jeunesse. Ben, président régional, en fait, de Chaudière-Appalaches, parce qu'il y a comme des sous-caucus des ailes jeunesse. En fait, je ne dirais pas que j'étais président de l'aile jeunesse, mais c'est ça, de Chaudière-Appalaches, oui. Bon, M. Legault, il veut faire des barrages. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Par contre, le problème, puis on a eu... il y avait eu un colloque dernièrement avec le PCQ, je ne veux pas nécessairement le plugger, c'est juste qu'on en a fait un l'année passée, puis il n'y a pas un média qui en a parlé. C'est que présentement, Hydro-Québec, leur mentalité, puis je comprends, au début c'est comme ça, c'est vraiment en mode, je ne veux pas Télévis Graton, mais think big. C'est vraiment les méga projets, les méga barrages, bien sûr, c'est logique. On va avoir le plus de nombre de kilowattheures possible. Mais des méga projets comme la Romaine ou comme la Grande, il n'y en a plus bien en termes de potentiel rivière au Québec. Mais des petits projets ou des petits projets moyens, il y en a des tonnes. Mais Hydro-Québec, ils ne veulent pas. Parce qu'ils disent non, c'est des petites affaires, c'est trop petit. Mais il faut voir qu'ils comprennent que c'est avec des scènes qu'on fait des pièces. Et il y a tellement de communautés autochtones dans ces régions-là qui aimeraient ça avoir des ententes avec Hydro-Québec pour comme genre gérer au niveau, parce que c'est leur terre, il ne faut pas se le cacher, pour avoir une partie de ristourne là-dessus, puis créer ces projets-là. Puis je pense qu'il y aurait moyen de le faire. Moi, ce qui m'écoeure, par contre, c'est quand je vois Pierre Fitzgibbon sortir des médias puis commencer à dire que c'est la faute des Québécois qui consomment trop d'électricité, alors que le gouvernement, en bon québécois, s'est assis derrière pendant 15 ans à ne pas construire de barrage, à ne pas s'occuper de son affaire Hydro-Québec. Après ça, nous dire que c'est notre faute parce qu'on consomme plus. Excusez-moi, mais il y aura M. Fitzgibbon, il va falloir que j'y jase, là, parce que je trouve que c'est pas très intelligent. Ben, il y a le monde pour des caves un peu. Il y a le fait qu'on a beaucoup signé de contrats avec des usines, puis on leur a donné notre électricité. Mais quand même, il n'y a pas tort de dire que si on lavait notre vaisselle, pile sur le on de ton lave-vaisselle à minuit le soir, ça fait pas Ça, c'est pour ceux qui ont les lave-vaisselle avec chronomètre. La vaisselle dernier cri, il ne faut pas se le cacher. Puis, faut pas... tu te couches à 10 heures, tu le pas à 10 heures. Non, ce que je veux dire, il y a moyen. Il ne faut pas que tu déresponsabilises l'individu non plus. Non. Même pas dire que c'est la faute de tout le monde. Non. D'autres aussi, on peut changer les choses. C'est juste qu'à un moment donné, moi, j'ai pas de problème que le gouvernement nous dise hey, pour le bien commun, si on peut dire ça comme ça, il faut faire notre part. Mais ce qui m'écoeure, c'est voir sur Grande Allée à Québec des bureaux comme celui de la RAMQ ou n'importe quel bureau de fonctionnaire gouvernemental, que les lumières sont allumées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis on nous parle de pénurie d'électricité. Moi, je me dis, OK, gouvernement, tu veux que la population fasse sa part, parfait. Commence par faire la tienne, montre l'exemple, puis après ça, on va te suivre. Pas faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, là. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. C'est que là, on s'est assis sur le derrière. Ah, finalement, il fallait faire des barrages. On manque d'électricité. On a fait des mauvaises décisions. Comme tu l'as dit, on a vendu trop à rabais aux Américains. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aurait peut-être, je ne sais pas, commencé à construire des barrages? Oui, mais il est un peu trop tard. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, il faut demander aux Québécois de couper parce qu'on n'a pas fait notre job. Mais pas à faire des éoliennes aussi, des panneaux solaires, des choses. Ça, c'est des énergies complémentaires. Mais il ne faut pas mettre, contrairement à Paul Saint-Pierre, contrairement à Paul Saint-Pierre, ça ne sera pas le centre de notre affaire. Non, c'est ça. Surtout les éoliennes, c'est qu'on oublie, c'est que les turbines là-dedans, il faut les changer aux 20 ans. C'est rempli de terres rares que justement, en tout cas au niveau de la qualité humaine pour trouver ça dans les pays d'Afrique, c'est plus tough. Et aussi, quand c'est le temps de la changer, ou les palmes, c'est pas biodégradable pour qu'ils les enfouissent. Puis ça, c'est sans compter la pollution visuelle, puis les animaux, les oiseaux qui sont tous avec ça. Fait que je pense que oui, il y a une possibilité d'avoir des éoliennes. Je ne suis pas anti-éolienne du tout, ou hydrolienne, ou peu importe. Mais commencer à dire qu'il faut tout mettre des panneaux solaires, puis il faut tout mettre des éoliennes, surtout que je me rappelle très bien, Michel Morin, d'une certaine époque, il a fait tellement de reportages là-dessus. Sur Michel Morin! Michel Morin! Ouais. À quel point les éoliennes de la Gaspésie ont vendu notre électricité à perte, puis c'était plus pour créer une genre de nouvelle industrie. Puis je suis content pour les Gaspésiens, mais en bout de ligne, on ne va pas trouver les résultats. Okay. OK, mais on est d'accord qu'il faut faire quelque chose en transition. C'est sur les moyens que vous n'êtes pas trop d'accord avec ce dont on parle habituellement. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle d'éducation. Oui. Parce que ça, c'est fondamental au Québec. Ça, c'est j'allais dire une compétence provinciale, mais c'est aussi une ressource provinciale. Parce que les jeunes, vous êtes une ressource. Puis vous êtes encore à l'école. Vous connaissez ça? Ben, presque plus. Presque plus. Ça fait pas longtemps que ça fait pas longtemps. Puis toi, tu es encore à l'école? Oui, ouais. Donc, vous savez plus comment ça se passe que moi. Moi, j'ai mon avis, mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas été à m'asseoir sur un banc d'école. Qu'est-ce qu'on fait avec notre système? Parce que, juste avant de parler d'éducation, tu es déçu, toi, de M. Legault, là. T'as claqué à la porte. Donc, parce que c'était son point le plus important qu'il voulait défendre. Donc, tu ne l'as pas trouvé bon. Non, mais par contre, je vais être honnête, je ne mettrais pas 100% de la faute sur le gouvernement Legault. Oui, il y a une part de la faute là-dedans, mais je pense que c'est vraiment
aussi les gouvernements précédents. C'est vraiment été fait sur le... Toi, c'est la pandémie que tu n'as pas aimé avec Legault, non? Oui, puis aussi, c'est ça, disons que j'avais certains collègues de la jeunesse caquiste, disons que c'est ça. Certains n'aimaient pas parce que, comme tu Pourquoi? vois, j'ai une grand gueule, puis je dis ce que je pense. Ils n'ont pas des grandes gueules, eux autres? Ah, ben c'est ça. Ben, disons qu'il y a un certain narratif autorisé, puis si tu sors un peu de ce carcan-là, ils préfèrent que tu te taises. Narratif, ça veut dire quoi, ça? Bon, ben, Quand j'entends narratif, là, ça veut dire qu'il y a un complot. Non, peut-être pas à ce point-là, mais simplement que moi, pour être bien franc, j'ai été respectueux envers tout le monde. Simplement que des fois, j'avais certaines politiques que pas nécessairement qui étaient celles du parti, mais que je voulais débattre. Je voulais seulement Mais parler. ça doit être la même chose avec les conservateurs. Tu ne vas pas Ben, en être ce moment, d'accord on est avec ouvert- Éric, quand même. Ben oui, ça, mais pas surtout, mais on en jase, puis tout ça. Puis tu es capable de dire à Éric Duhem, là, t'es dans les patates, puis tu n'étais pas capable de le dire à François Legault. Ben, sinon, je le voyais pas souvent, François Legault. Non, mais dans les instances, là. Oui, oui. Mais c'est ça. Fait que ça a un peu cassé là-dessus. Mais pour revenir sur la question de l'éducation, je pense que ça a vraiment commencé. Puis moi, j'ai une génération, je suis né en 94. Puis j'ai l'impression qu'avec ma génération, celle des années 2000, il y a eu beaucoup d'accents, beaucoup d'efforts pour, OK, là, le but, là, c'est que tu ailles à l'université. On a vraiment focusé sur les hautes études, les hautes instances. Il faut que tu ailles à l'université, il faut que tu aies un diplôme universitaire. Et d'un autre côté, puis on a beaucoup focusé sur les filles à l'époque, puis ça a très bien fonctionné. Il y a eu le programme Chapeau les filles au provincial, puis encore là d'ailleurs, il fonctionne très bien. Mais de un, l'effet que ça a fait, c'est qu'en mettant toutes nos ressources d'un côté, puis on a délaissé nos garçons. Justement, puis regarde, je suis moi-même un décrocheur scolaire. J'ai fait un retour aux études par après, mais j'ai décroché de l'école. Ça décroche beaucoup plus chez les petits gars. Exactement. Et aussi, justement, en focusant trop sur les hautes études, on a délaissé la formation professionnelle. Même, je me rappelle à l'époque, j'étais en secondaire 2-3 et j'ai des anciens collègues élèves qui étaient là, puis qu'eux autres, ça allait moins bien. Tu sais, c'est ça, ils ont dû doubler certaines matières. Puis finalement, on a dit, ben, tu devrais-tu aller en un DEP en soudure, en mécanique auto. Puis à l'époque, c'était vu comme un échec. C'est comme, ah, t'as-tu vu l'autre, il s'en va dans un DEP en mécanique auto, tu as vu que pas assez intelligent pour finir son secondaire. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, il y a des gars dans la construction qui gagnent plus cher que des médecins. Puis on a besoin de soudeurs. Fait que j'ai l'impression que ce que ça prendrait pour ce qui est de revaloriser l'éducation, c'est une revalorisation de la formation professionnelle. Et également, si possible, parce que j'ai fait mon cégep aussi, puis je voyais que j'appelle pas ça un filtre, mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de techniques au collégial qu'il y a très peu de jeunes dans les classes parce que souvent, ils sont bloqués au DEP, au secondaire, puis vu qu'ils n'ont pas leur DES... OK, parce qu'ils n'ont pas eu leur diplôme de secondaire. Alors que autant des techniques agricoles ou au niveau de la biochimie ou whatever, moi, j'ai fait mon cégep à l'UQTR. Il faudrait que ce soit plus facile pour quelqu'un qui avait de la difficulté, mettons, en français, en anglais et en maths, mais qui puisse performer en technique au cégep. C'est ça, il pourrait avoir un genre, un peu comme dans les universités ou dans les cégeps, un genre de diplôme d'études secondaires, mais plus genre option compagnonnage, plus dans le manuel, bon, plus c'est une bonne idée. Parce que justement, il faut pas... On essaie tous de mettre tous les jeunes dans le même moule, puis on est tous différents. Mais si tu fais ça, là, tu parlais des jeunes filles là, qui sont hyper performantes Absolument. à l'école. Good for her! En médecine, il y a plus de femmes Absolument. que de gars. Même en droit, tu es en droit. Là. Mais là, je vais commencer en droit. Commencer en droit, Ouais. c'est rendu qu'il y a plus de filles là-dedans aussi. Ben oui. Est-ce qu'on risque pas, avec ta vision des choses, d'avoir les jobs d'universitaires requises, ce serait pour les filles? Puis les gars vont aller faire de la soudure? Ben, je pense pas que ça va nécessairement faire un si gros déséquilibre que ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. En fait, j'ai beaucoup d'amis, filles et gars confondus. Là, qui... Est-ce qu'elles seraient intéressées, tes amis de filles, à devenir maçons ou Ben, je sais pas spécifiquement ça, mais je sais qu'il y en a qui sont intéressés par des DEP plus en photographie, par des affaires comme ça qui ont trouvé. Puis que c'était pas... tu sais, ils se disaient peut-être, OK, ouais, c'est peut-être pas c'est pas assez valorisant ou tout ça. Puis finalement, tu te dis, c'est ça que tu aimes faire dans la vie, que tu es bonne là-dedans, tu en as besoin. Là, tout ça, Il ne faut pas oublier non plus que, autant que le programme Chapeau les filles, c'était ça, c'est donner des bourses à des femmes ou des jeunes filles qui sont dans des domaines majoritairement masculins. Il faudrait un équivalent, il faudrait Chapeau les gars aussi, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il ne faut pas se le cacher, autant que bien sûr, il y a toujours des exceptions, j'en ai connu grand, mais c'est ça. Les gars ont plus tendance à s'intéresser aux choses et les femmes ont plus tendance à s'intéresser aux humains, aux autres. Fait, autant que, je pense que des universitaires hommes, il va en avoir aussi, mais je pense que c'est vraiment donner l'opportunité aux gens qui sont plus manuels à justement faire plus nécessairement des hautes études, se rendre au collégial et d'être valorisés, parce que présentement, on a mis tout... Là, c'est drôle parce que là, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, là, on se rend compte que c'est pas les jobs d'école bleue qui vont perdre, c'est l'école blanc. Ouais. Fait que là, on a mis tous nos œufs au niveau de des hautes études. Finalement, ça se peut que ce soit ces jobs-là que l'intelligence artificielle va voler. Alors que, justement, changer ton thermostat ou frigoriste, c'est pas... Mettre de l'huile dans l'ordinateur qui décide. C'est pas ChatGPT qui va le faire. Fait que je pense qu'il faut vraiment rééquilibrer ça.
Et au niveau de l'éducation, je pense qu'au Québec, on a vraiment on aurait les moyens de le faire. Puis j'invite le ministre Drainville à emboîter le pas là-dessus parce que je pense qu'on est réellement dû. Là. Mais qu'est-ce que vous pensez des universités? Actuellement, là, on le voit, il y a des manifestations. Littéralement, c'est plus de manifestations, c'est des campements là, devant les universités en rapport avec ce qui se passe en Palestine et à Gaza. Et il y a aussi la philosophie woke, c'est-à-dire qu'on veut... Puis moi, j'ai de la misère à prendre woke parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Il y en a un qui dit woke, puis l'autre dit le woke, puis c'est pas pantoute la même affaire. Mais il y a quand même cette espèce de philosophie de cancel culture, de dire, bon, toi, tu penses pas comme moi, là, t'es out. Ou t'as dit, ou t'as pensé des choses, t'es out, t'as pas d'affaire à être là. Comment vous voyez ça? Parce que c'est sûr que vous êtes jeune, vous voulez faire passer vos idées, vous avez des idées plus conservatrices que certains, mais est-ce que ceux qui ne pensent pas comme vous autres, vous êtes prêts à les canceller? Comment vous voyez ça, la cancel culture? C'est une bonne affaire pour vous autres parce que ça n'existait pas quand j'étais jeune? Non, mais bien au contraire, c'est ça qui est le fun aussi de voir qu'il y a différents points de vue. C'est le but, dans le fond, aussi, avec Génération Ambition. On voulait permettre plus de débats parce qu'on voulait que les jeunes plus de droite y aient aussi... il y a aussi une voix, puis qu'ils puissent aussi débattre de leurs idées, puis qu'ils sentent qu'ils ont un groupe aussi. Il n'y a pas beaucoup de groupes de droite là, sur les campus. En tout cas, j'en ai pas vu énormément. Là. Donc, est-ce que tu serais gêné de parler à l'université de ça? Non, j'ai des amis. Est-ce que tu n'aurais peur d'avoir des tomates ou de te faire dire « Hey, on ne veut pas te parler? » ou... Non, je pense pas. Je pense que c'est quand même un milieu assez... c'est ouvert, c'est très... je trouve que c'est... Il y a beaucoup de gauchistes, mais je pense qu'ils sont quand même assez ouverts à entendre plus d'autres points de vue. Toi? Non, mais en fait, c'est un des bons côtés du Québec. Autant c'est ça, on a des mauvais côtés, mais on a des bons côtés pareils. La surpolarisation des campus américains, on a beaucoup moins ça ici. La langue, certains diraient la barrière de la langue nous a un peu protégés de ça. Puis, regarde, pour une fois que ça nous protège de quelque chose d'une bonne affaire, on va le prendre. Mais autant ça commence tranquillement à nous rattraper. Non, mais c'est surtout que ça devient le centre de la conversation. Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.